L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Implantée à Martigny-sur-Mayenne, sa société est spécialisée dans la conception et la fabrication de publicités sur lieu de vente. En 2016, après 21 ans comme collaborateur, il prend la tête de l'entreprise qui compte aujourd'hui une trentaine de salariés. Antonio Marquez da Costa, président-directeur général de MP3 PLV, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Antonio Marquez da Costa. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. À 21 ans, Antonio, vous quittez votre Portugal natal pour arriver en France, pas tout de suite en Mayenne, mais racontez-nous, parce qu'aujourd'hui vous êtes un Mayennais adopté, convaincu. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce territoire ? Donc moi je suis arrivé en Mayenne par amour, avec un grand A, parce que quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Lorient, parce que j'étais un ancien militaire, et donc je connais une fille qui est devenue ma femme, et donc par amour, je suis venu en Mayenne. Et donc je retrouvais les valeurs que j'avais dans ma terre natale, l'entraide, le partage et tout ça, et donc très vite j'étais intégré dans on va dire dans l'espace mayennais, espace au début où j'étais salarié dans une entreprise. Ensuite, même si je bougeais beaucoup parce que je travaillais beaucoup sur Paris, à chaque fois j'avais envie de rentrer en Mayenne pour la simple raison, c'est que on a tout ce partage-là, c'est-à-dire quand on a un problème, on en discute autour d'un verre, ou tout simplement on appelle quelqu'un, et vous avez toujours une oreille attentive qui va pouvoir vous donner des conseils, en tout cas partager ses expériences. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Bien sûr, on y reviendra. MP3 PLV, cette aventure, elle commence, en tout cas pour vous, en 1995, c'est à ce moment que vous arrivez ? C'est ça. Oui. Donc quand je suis arrivé en France, à la base, j'avais des études dans le génie civil. Et donc le métier du bâtiment, ça ne m'avait pas plu parce que j'étais enfermé dans un bureau, chose que je n'arrive pas à faire toute la journée. Et donc je tombe sur une entreprise qui cherchait un ingénieur pour créer un bureau d'études. Et donc je tombe là-dedans, pur du hasard. Je trouvais le dirigeant de l'entreprise avec un vrai charisme. Et surtout, je le remercie tout le temps, c'est pour ça qu'on s'entend toujours aussi bien, parce qu'il m'a fait confiance. Je l'avais dit, mais attends, je n'ai jamais fait ce métier-là. Il m'a dit, si tu sais dessiner des maisons et des ponts, tu vas bien savoir dessiner des boîtes en carton. Et en gros, c'est parti de là. Et donc, du coup, quand je fais quelque chose, je le fais avec une vraie passion. Et donc, je suis passionné pour ce que je faisais. Donc, on a monté un bureau d'études. Ensuite, je refais des écoles de commerce, des écoles de management. Et la vie, elle a fait qu'en 2014, j'avais fait un peu le tour. J'avais donné ma démission à mon ancienne dirigeante en le laissant 2 ans pour me remplacer. Et les choses ont fait qu'en 2016, elle m'annonce qu'elle ferme l'entreprise et donc j'ai décidé de la racheter. Ça s'est fait quoi ? En quelques heures à peine, cette décision ? Vous l'aviez déjà quand même au fond de vous-même, cette envie d'entreprendre un jour, d'être de votre propre dirigeant ou dirigeant de votre propre affaire ? Oui, je voulais entreprendre, mais quoi, je ne savais pas vraiment. Et en gros, quand elle me dit ça à fin de matinée, je rentrais chez moi et le soir, de toute façon, ma femme, elle ne se pose plus de questions parce qu'elle sait que quand j'ai une idée en tête, je fonce. Et je me considère comme une locomotive. C'est-à-dire que pour démarrer, il va falloir une belle impulsion. Par contre, une fois que je fonce, c'est tout en avant. Et donc, je rentre chez moi et j'ai dit à ma femme, Valérie va fermer MP2 à l'époque. Et je dis, je vais racheter. Ma femme me dit, mais tu vas racheter comment et tout. Je dis, je n'en sais rien, mais je vais trouver une solution, je vais racheter. Et le lendemain, je suis arrivé à l'entreprise et je dis à mon ancienne dirigeante, est-ce que vous pouvez réunir tout le monde ? Et ancien militaire oblige, je dis à mes collaborateurs, et voilà, on va faire la même chose que maintenant, différemment. Celui-là qui veut me suivre passe de ce côté-là, les autres, ils restent là. Pas de bol, tout le monde est passé de l'autre côté, donc après, j'avais pas le choix, il fallait y aller. Bon, c'est ça aussi, être une locomotive, c'est être suivi par des wagons, des collaborateurs, un équipage qui vous ont fait confiance tout de suite. Comment ça a été de passer d'ailleurs de salarié, de statut de salarié, à celui de dirigeant ? Il faut asseoir sa légitimité. Ouais, mais je pense que quand vous faites les choses avec de la vraie passion, mais que vous mettez toutes vos tripes dedans, ça ne vient pas juste à la tête en disant j'ai un super business plan, des choses comme ça. Vous avez de la vraie implication.
les gens, ils vous suivent. Parce qu'au fond de compte, de toute façon, c'est ça, en meneur d'homme. C'est quelqu'un qui a un peu plus de conviction que les autres et qui dit, on va y aller. Et quand j'arrive le matin à l'usine, je dis à tout le monde, j'espère que vous avez mis du gel parce que ça va décoiffer. Mais en gros, c'est ça. Et en gros, mes anciens collègues, ils me connaissaient par cœur et donc ils savaient que je ne faisais pas non plus les trucs au hasard parce que je réfléchis quand même très bien comment je vais faire les choses. J'essaie d'anticiper au maximum tout ce qui peut nous arriver. Et après, c'était le début d'une belle aventure. Donc, il a fallu réécrire, partir d'une page blanche, tout réécrire. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Bon, partir d'une page blanche, une nouvelle aventure, avec des financements. Comment est-ce que vous avez fait? Parce que vous aviez une volonté très forte, une grande détermination de poursuivre cette aventure et cette entreprise. Il fallait des financements. Qui vous a fait confiance? Donc, les financements, un gros sujet. Parce qu'au fin de compte, quand vous achetez une entreprise qui a eu plusieurs difficultés financières, Elle était au tribunal du commerce, oui, cette entreprise. Voilà, il fallait la racheter. Plan de sauvegarde, ensuite redressement. Donc, je me doutais que quand j'allais appeler les banques, que les banques elles allaient me dire mais non. Donc, j'ai eu un peu toutes les topologies des banques. C'est ceux-là qui m'ont dit directement non, on va pas pouvoir y aller, on a trop de casseroles, tout ça. D'autres qui m'ont dit vous venez, qui m'ont fait comprendre que non, mais monsieur Marquez, le bateau il est trop gros, donc mais ça marche, passez me voir d'ici un an. Donc je vous assure que je passais les voir un an après quand même, pour lui expliquer que le bateau il était trop gros pour qu'il puisse me suivre. Et votre détermination, votre ancienneté dans l'entreprise n'a pas suffi à les convaincre tout de suite, immédiatement? Non, en fin de compte, pas les banques locales. Et en fin de compte, c'est pour ça que j'avais commencé à monter fin 95 en bureau d'études à Paris. Et donc, du coup, les premières banques m'ont suivi, c'était 2 banques parisiennes, en fin de compte, à Maison-Alfort et à Alfortville. Ouais. Vous avez évoqué, Antonio, votre carrière d'ex-militaire. Qu'est-ce que vous en gardez? Qu'est-ce que vous en retenez? Et notamment pour conduire votre management, pour conduire vos hommes avec un grand H dans cette entreprise aujourd'hui? Donc, quand je décidais de racheter l'entreprise, je voulais mettre l'humain au cœur du projet. Vous avez dit on oublie les machines. C'est voilà, vraiment le discours. On se concentre sur les voilà, hommes. c'est l'humain, parce que les machines, tout le monde peut en acheter. Des hommes, et en fin de compte, je suis un ancien commando de marine. La différence entre un commando de marine et un fusilier marin, c'est juste le tout petit pas de plus. Et en fin de compte, je voulais que l'ensemble de mes collaborateurs ils aient ce rythme-là d'un tout petit pas de plus. Et en fin de compte, pour ça, il fallait mettre vraiment l'humain au cœur du projet. Et pour la meilleure solution que j'avais trouvée, même si j'avais fait des écoles de management, c'est je trouvais que le management de campagne qu'on avait en opération à l'extérieur, c'est ce qui correspondait le mieux. Pourquoi? Parce qu'on a des procédures pour tout, mais la meilleure procédure, c'est celui-là qu'on ne respecte pas la procédure. Parce que c'est tout le temps à changer, et donc du coup, il faut qu'il s'adapte tout le temps. Et toute cette inertie qu'on va mettre en amont, ça fait qu'ensuite, les hommes, ils deviennent très très forts. Et donc, du coup, si vous voulez, on est parti de là. Et donc, du coup, j'ai décidé que je ne voulais plus de responsable dans l'atelier. Donc, on fait des plans de formation énormes pour pouvoir continuer à former les gens. À chaque fois qu'on reprend un nouveau collaborateur, c'est beaucoup de plans de formation, ce que ça nous permet d'avoir une équipe assez homogène. Antonio, vous avez décidé d'ailleurs très tôt de devenir... Vous aviez cette fibre entrepreneuriale. En tout cas, vous venez d'un milieu, vous me l'avez confié en préparant cette interview, où tout le monde devenait, de père en fils, pêcheur. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de vous être arraché à ce destin finalement familial? Pêcheur, c'est un grand mot. En gros, quand je suis né, tout le monde venait dans le milieu de la pêche. En gros, mon père, il était menuisier et charpentier de marine. Tous mes cousins, toute ma famille, tout ça, ils sont en lien avec la mer. Et depuis tout petit, j'avais décidé que j'irais jamais en mer. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. J'achèterais bien un bateau pour faire de la plaisance, mais je ne comprends pas ce que ma famille elle va comprendre. Mais bon, en gros, si vous voulez, qu'est-ce que je retrouvais? Et si vous prenez à la pêche, c'est quoi? C'est les hommes. Parce que le bateau, en gros, c'est juste le moyen pour pouvoir pêcher. Mais qui pêche, c'est vraiment les hommes. Donc du coup, dans l'entreprise, on a fait la même chose. Je pense de toute façon que nos racines, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on ne peut pas les changer comme ça. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette entreprise depuis 2016, Antonio? Comment vous l'avez fait grandir, MP2, MP3, vous avez changé de nom. Qu'est-ce que vous avez réellement changé dans cette boîte? Moi, la seule chose que je considère que j'ai ramené à l'entreprise, c'est la confiance dans les hommes et les femmes qui travaillent. Parce que c'est eux-mêmes qui ont fait grandir l'entreprise. Aujourd'hui, on est 30 salariés, l'entreprise a une bonne renommée. Quand je rachetais l'entreprise, j'avais un rêve.
je l'avais dit partout, que je voulais devenir le Coca-Cola de la PLV. C'est pas pour devenir une multinationale, mais c'était surtout pour que tout le monde, quand on réfléchit PLV, qu'on pense à nous. On a quelques belles réalisations qui ont été faites. Donc aujourd'hui, on a assaini notre image. Je pense qu'on a une entreprise avec des vraies valeurs, des valeurs humaines, des valeurs sur le territoire, l'entraide. On est une vraie équipe. Et ça, je suis très fier. Je n'ai pas la plus grande entreprise, en tout cas, je pense que j'ai la plus belle quand même. C'est quoi le plus grand défi là, pour les années à venir? Vous avez notamment réalisé une PLV dont le mât était la Tour Eiffel. C'est presque un aboutissement en travaillant avec une autre entreprise du territoire. C'est aussi la force de pouvoir travailler ensemble avec ces boîtes sur ce territoire-là. C'est quoi le prochain défi là, pour MP3 PLV? Ça va être les défis de nos clients. Nous, de toute façon, j'ai toujours tendance à dire c'est nos limites. En fin de compte, si vous voulez, quand vous ne savez pas que c'est impossible à faire, tout est réalisable. Et donc, en gros, je ne suis pas un illuminé, loin de là, mais ce qui me motive quand je me lève le matin, si vous voulez, c'est même pas qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, c'est surtout le niveau de bonheur que je veux pouvoir rapporter à mes collaborateurs. Parce que tout ce que j'estime, c'est quand ils rentrent chez eux, qu'ils soient bien. Et cette valeur humaine, honnêtement, il n'a pas de valeur. On peut mettre tous les millions d'euros qu'on veut sur la table, que de toute façon, ça ne vaut pas. Vous prenez aujourd'hui, si on a des clients qui nous font entièrement confiance, c'est que mes collaborateurs, ils ne font pas d'efforts pour satisfaire les clients. Ils mettent de l'amour dans ce qu'ils font, et du coup, ils le font bien. C'est ça que c'est l'aboutissement de... En gros, j'estime, si vous voulez, que maintenant, pour parler de défis, le prochain défi, si vous voulez, ça va être pouvoir continuer à grandir et continuer à évoluer. Merci beaucoup, Antonio Marques da Costa. Je rappelle que vous êtes le président, directeur général de MP3 PLV. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.